Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous celles et ceux qui se connectent à cette masterclass qui va être dédiée à l'usure professionnelle, comprendre, anticiper et agir sur ce sujet. Parce que travailler plus longtemps ne doit pas se faire au détriment de la santé, il est essentiel de mieux comprendre les mécanismes d'usure. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui à cette table ronde trois personnalités. Merci d'être présentes et présents aujourd'hui. Nous avons d'abord Asna, je le sais en plus. Toiti, vous êtes coordinatrice partenariat et référente usure professionnelle chez Transition Pro Île-de-France. Bonjour. Séverine Parcouda-Boisfer, vous êtes chargée de mission QVCT, santé, handicap, inclusion à l'ARACT Île-de-France. Et encore, c'est seulement entre autres, mais vous êtes aussi psychologue clinicienne du travail et des organisations. Et enfin, nous avons Monsieur Philippe Perrault à ma droite. Vous êtes ingénieur conseil à la CRAMIF. On définira toutes les structures dont nous parlons aujourd'hui. Quelques informations pratiques pour toutes celles et ceux qui sont connectés. Alors évidemment, vous avez pu remarquer, aujourd'hui, nous sommes plus de 900 à suivre cet événement. Donc forcément, les micros, les caméras sont coupés. Cependant, vous pouvez poser toutes vos questions dans la section questions-réponses qui doit se trouver sur votre écran. En parallèle, je le précise, le replay sera disponible. Vous recevrez un email suite à cet événement où vous retrouverez le lien direct. Alors, cette masterclass, elle va s'articuler en 3 étapes. L'objectif, il va être clair, ça va être d'apporter des repères concrets, des outils utiles et des dispositifs mobilisables dans vos entreprises. On va commencer d'abord par poser un socle commun de définition parce que tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il se cache derrière le mot usure professionnelle. Dans un second temps, on va parler des outils de prévention, des dispositifs d'accompagnement qui existent. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont besoin parfois d'éclairage. Et enfin, on va aborder la dimension collective de l'usure professionnelle et surtout, avant tout, de la prévention. Prévenir l'usure professionnelle, je pense que c'est important de le dire, ce n'est pas juste la responsabilité des RH, c'est une responsabilité collective. Alors, je vais vous donner la parole d'abord à Asna. Vous êtes à l'origine de cette masterclass, à l'initiative, alors Transition Pro, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de proposer une masterclass à plusieurs voix sur cette thématique? Quelle est l'origine du projet? Alors, quand Transition Pro s'est vu confier les dispositifs de prévention de l'usure, on a d'abord pris contact avec l'ADRIETS, la direction régionale interdépartementale de l'emploi, qui est notre interlocuteur privilégié de tous les jours, pour voir un petit peu comment on pouvait prendre contact avec les différents acteurs de la santé au travail. Donc, ils nous ont mis en relation avec le pôle qui dirige le plan régional de santé au travail et donc avec ensuite les acteurs qui sont aujourd'hui avec nous. Le constat qu'on fait, clairement, c'est que le sujet est assez peu connu et qu'on met beaucoup de choses derrière. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir présenter quelque chose ensemble, en synergie, à l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels on peut être amené à échanger. Alors peut-être en préambule aussi la présentation de Transition Pro Île-de-France et Transition Pro en général. Alors, Transition Pro existe depuis 40 ans. C'est l'ex-FONGECIF, pour ceux qui ne le situeraient plus. Transition Pro est une association à but non lucratif. On est également un organisme paritaire, c'est-à-dire gouverné par des syndicats salariés et patronaux. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, dans toutes les régions. Nous sommes représentés aussi au niveau national par une tête de réseau qui s'appelle Certif Pro. Et nous finançons les reconversions professionnelles des salariés du secteur privé francilien pour ce qui concerne Transition Pro Île-de-France. Alors, on reparlera justement des dispositifs de financement, notamment tout à l'heure. D'abord, on va peut-être commencer par poser un socle commun sur la définition de l'usure professionnelle. Philippe Perrault, je vais me tourner vers vous. Pareil, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce qu'est la CRAMIF? Je pense qu'on est nombreux à connaître, mais pas forcément tout le monde. Oui, alors la CRAMIF, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Île-de-France, qui héberge notamment les services de prévention de l'assurance maladie, que l'on retrouve en dehors de l'Île-de-France, hébergés par les CARSAT ou par les CGSS dans les départements d'outre-mer. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous définir l'usure professionnelle? Qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que tout le monde comprend, c'est l'usure qui est liée à l'activité
qu'on exerce lors de l'exercice de sa profession. Alors, j'imagine qu'il y a des facteurs de risque, parce qu'on Oui. peut tous se dire qu'on est un petit peu usé parfois. Oui, tout à fait, bien sûr. Bah oui, il y a des facteurs de risque, en effet. Donc, ça va être la répétitivité des mouvements, ça peut être le port de charge, enfin, tout ce qui est lié finalement à l'exercice de l'activité physique. Et puis, on peut avoir des facteurs dont on n'imagine pas toujours qu'ils soient liés, comme les risques psychosociaux qui peuvent engendrer et être un facteur aggravant de l'usure professionnelle. En gros, ce n'est pas qu'une question d'âge, l'usure professionnelle. Non, pas du tout. Séverine, vous êtes à l'ARACT, j'ai donné le mot tout à l'heure, ARACT Île-de-France. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire aussi ce que c'est que l'ARACT Île-de-France? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation faite par Transition Pro. Je suis très heureuse d'être avec vous, chers collègues. Asna, Philippe et Catherine, merci du coup pour l'animation de cette table ronde. L'ANACT, c'est très difficile à définir là en 2-3 minutes. On va essayer quand même, c'est 50 ans d'expérience sur l'amélioration des conditions de travail, la qualité du travail. ANACT pour Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail. C'est plus de 270 professionnels sur tout le territoire qui est présent aux côtés des entreprises, donc plutôt les TPE, les PME, mais aussi les associations, les établissements publics, sur différents secteurs d'activité. Donc, vraiment, on agit partout, sur tout le territoire. Et notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises donc, au plus près des situations de travail pour améliorer les conditions de toutes et tous. Et donc, voilà, on est plein pot dans la thématique du jour. Alors, je vais vous demander de peut-être nous donner, vous, votre définition de l'usure. Vous m'avez parlé d'usure naturelle et d'usure prématurée quand on a préparé cette table ronde. Vous, qu'est-ce que vous metteriez derrière l'usure professionnelle? Oui, comme le disait Philippe, effectivement, pour nous, l'usure professionnelle, c'est l'altération, on peut dire, de la santé, mais sur plusieurs dimensions. Donc, je parlerai de la santé physique, bien sûr, psychologique, et aussi il y a une dimension sociale. Donc c'est très important de prendre tout ça en compte. Et puis l'usure professionnelle, on peut se dire qu'elle intervient en fait tout au long de la vie professionnelle des personnes, mais elle peut être effectivement prématurée. Donc ça va dépendre, comme le disait Philippe tout à l'heure, des conditions de travail, mais aussi de facteurs biologiques. Donc effectivement, quand on vieillit donc de façon plus vite, l'altération de la santé est donc plus rapide. Là, on peut parler effectivement d'usure professionnelle, peut-être prématurée. Vous voyez, donc il y a vraiment cette dimension à prendre en compte du côté du facteur en fait de l'accélération du vieillissement avant l'heure. C'est très clair, mais du coup, est-ce qu'il y a des professionnels particulièrement concernés par l'usure professionnelle? Il s'est interrompu à quel niveau? À partir du moment où vous avez interrogé. Séverine, ok. Donc, il faut reprendre la présentation.
Pas d'inquiétude, nous revenons dans un instant pour cette masterclass usure sur l'usure professionnelle. Nous avons un problème technique. Pas d'inquiétude, restez parmi nous et nous reprendrons dans quelques minutes. Ah, nous voici de retour. Il y a eu une coupure Livestorm finalement. Vous étiez nombreux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Livestorm a un peu planté. Donc on est de retour. J'étais avec Séverine en train de vous demander la différence entre l'usure naturelle et l'usure prématurée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept? Oui, bien sûr. Juste pour rappeler, hein, pour faire la petite passe avec Philippe, l'usure professionnelle, donc c'est l'altération de la santé, mais sur 3 dimensions, à la fois physique, on en parle beaucoup, mais aussi psychologique. Et il y a une dimension sociale à également prendre en compte. Donc effectivement, l'altération de cette santé, elle peut se faire de façon un petit peu prématurée, de façon accélérée. Et c'est en ça qu'on parle en fait d'usure prématurée. Donc on comprend bien qu'il y a un facteur en fait un petit peu biologique, hein, dite l'usure naturelle. Et effectivement, parfois, il arrive que les choses s'accélèrent un petit peu et en fonction des conditions de travail notamment, effectivement, il peut y avoir des sujets qui se posent. Et du coup, est-ce qu'il y a des profils qui sont particulièrement concernés par l'usure professionnelle? Alors moi, aujourd'hui, comme on a peu de temps, je préfère parler un petit peu de secteur. Je pense que Philippe, en plus, va en parler. C'est intéressant un petit peu de s'intéresser à des cohortes, donc de voir ce qui se passe au sein de secteurs d'activité pour voir que finalement, il y a ces sujets-là qui se posent parfois un petit peu plus dans certains secteurs. On peut parler du BTP, du service à la personne, par exemple, hein, pour citer que ces professions et ces secteurs d'activité. Mais je pense que Philippe va probablement en parler tout à l'heure. Alors, vous parlez de secteur d'activité, mais est-ce qu'il y a finalement des causes qui sont le plus souvent identifiées derrière les situations d'usure? Alors, il y a une dimension à la fois personnelle et collective. Donc toujours, on parle de l'organisation du travail. C'est très important de prendre en compte cela pour bien comprendre ce qui se passe. Sur cette question-là, moi, je pense qu'il faut vraiment faire une distinction et se dire que finalement, les causes peuvent être multiples. Bien évidemment, si on parle de temps de travail, des personnes qui sont en horaire décalé, il y a déjà plusieurs études qui ont montré que ça a un impact sur la santé. Tout ce qui concerne aussi le port de charge, Philippe en parlait en début de la présentation. Et puis, il y a tous les bouleversements plus profonds de l'organisation du travail, j'ai envie de dire, autour des nouvelles technologies. On parle beaucoup d'IA en ce moment, et peut-être de l'anxiété d'ailleurs que ça cause, des défis environnementaux. Donc, tout cela, ça a très fortement en fait redistribué, redessiné finalement les enjeux autour de l'organisation du travail et donc ça impacte forcément la santé de toutes et tous. Donc, en fait, il y a les contraintes physiques, mais aussi les contraintes organisationnelles et managériales. C'est tout à fait ça. Je pense qu'on va rentrer dans les causes dans un instant. Les causes sont aussi multifactorielles. Ne pas agir sur l'usure professionnelle, est-ce que ça a un coût? Est-ce que ça peut se mesurer ce coût? Je vous pose la question à tous les deux. Je vous donne Philippe d'abord. Oui, alors il y a des études là encore qui sont faites. On estime que les coûts indirects ou cachés sont 2 à 2,5 à 5 fois le coût direct que l'on voit. Alors, finalement, on imagine bien qu'il y a le coût direct, bon, s'il y a un accident du travail, une maladie, voilà. Et puis après, il y a
derrière un certain nombre de coûts qui sont engendrés notamment par l'absence de la personne, la désorganisation de l'entreprise, éventuellement l'image, enfin, selon les secteurs d'activité, selon l'activité de l'entreprise, de la durée d'absence de la personne si elle a un accident ou une maladie, et ça engendre des coûts. Donc il y a des coûts directs, notamment liés à la réparation, et puis derrière, tout un tas de coûts qui peuvent dépendre du contexte aussi socio-économique, du secteur dans lequel on se trouve, pour essayer de retrouver une personne qualifiée, enfin voilà. Donc ce coût-là, on l'estime, selon les différentes études, mais entre 2 à 5 fois le coût direct. Vous avez les mêmes chiffres du côté de l'ARACT Île-de-France? Moi, je ne veux pas parler de chiffres. En fait, j'aime bien en fait évoquer, pareil, plusieurs dimensions. Il y a toujours le côté en fait individuel et collectif, le coût pour l'entreprise, c'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sujet de l'attractivité, de la fidélisation en fait des professionnels. Et ce sujet-là de la santé et de l'usure professionnelle, quand il n'est pas pris à bras le corps, et cela tout au long en fait des carrières des professionnels, y compris lorsqu'on intègre des personnes qui sont en situation par exemple de handicap, là, on voit qu'il y a un gros coût pour l'entreprise, un enjeu même stratégique qui est au-delà finalement de ce qu'on parle de la santé, de l'usure professionnelle. C'est un enjeu stratégique. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver en fait à fidéliser et à recruter en fait des personnes, comme vous l'avez dit, qui ont les compétences aujourd'hui. C'est un petit peu le sujet qui préoccupe toutes les entreprises. Un enjeu d'attractivité finalement, de marque employeur aussi, si on peut parler ainsi. On a un peu compris déjà ce que c'est que l'usure professionnelle, quelques facteurs de risque, quelques secteurs qui sont concernés. Maintenant, on va essayer de définir un peu les dispositifs, enfin, c'est pas les définir, c'est les comprendre, les dispositifs qui sont mobilisables. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Philippe. Il y a des dispositifs, dont un qui s'appelle le FIPU. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors le FIPU, c'est un fonds qui a été mis en place dans le cadre de la négociation des retraites et qui vise à aider les entreprises pour lutter sur ce que l'on appelle le risque ergonomique, donc sur différents volets. Donc on a de l'équipement qui peut être utile pour limiter le risque, notamment on évoquait le port de charge, par exemple, et on va avoir aussi de la sensibilisation et de la formation à la prévention de ces risques-là. Voilà, il y a tout un tas de dispositifs, il y a des financements qui sont liés aussi, il y a des personnes compétentes au sein de l'entreprise pour aider et accompagner le personnel à l'échelle d'entreprise à déployer une politique de prévention. Donc des préventeurs? Oui, tout à fait, oui, oui, absolument. Il y a aussi un certain nombre de dispositifs qui sont en lien avec les services de santé et le médecin du travail qui peut, dans ce cadre-là, afin d'éviter de lutter et d'aller vers la prévention de la désinsertion professionnelle, proposer des matériels, enfin des investissements sur de la formation du matériel dans ce cadre-là et à travers le financement du FIPU. Et donc, il y a beaucoup de dispositifs, en fait. Et ça s'adresse à quel type d'entreprise? Est-ce que c'est plutôt pour les petites, pour les plus grandes? C'est pour toutes les entreprises. Okay. C'est un peu la particularité de cette aide-là, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises de 1 salarié, enfin, il n'y a pas de limite. Voilà, donc il y a simplement des plafonds en termes de montants qui peuvent être différents. Vous pouvez nous donner peut-être un ordre d'idée? Oui, bien sûr. Pour les entreprises de moins de 200, on peut cumuler les différents volets que j'évoquais avant avec 25 000 € de financement pour chacun des volets. Donc, quand je parle de 25 000 €, c'est l'aide qu'on propose, sachant que c'est 70%. On est plutôt sur 37 000 ou 39 000, j'ai plus en tête le chiffre. Donc, chacun des volets peut faire l'objet d'une demande de financement à hauteur de 25 000 € pour nous. Et ça, c'est cumulable pour les entreprises de moins de 200. OK. Et quand on est une entreprise de plus de 200, ce plafond s'arrête à 25 000 pour l'ensemble de ces volets. On peut déjà commencer à agir avec 25 000 €. Oui. Donc, équipement, formation, diagnostic aussi? Diagnostic, sensibilisation, ce qu'on appelle la personne compétente ou préventeur de façon générale, et la prévention de la désinsertion professionnelle à travers les services de santé et les propositions qu'ils peuvent faire à l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour contacter la CRAMIF pour demander ces aides?
Alors, que ce soit la CRAMIF ou les CARSAT ou les CGSS, en fait, tout se passe via le compte Net Entreprise. Et par ce biais-là, donc si on va sur son compte, on imagine qu'une entreprise peut avoir plusieurs établissements, ou s'il y a un établissement, en cliquant sur son établissement, on va avoir accès à l'ensemble des aides, donc, que ce soit dans le cadre du FIPU ou d'autres, auxquelles elle peut avoir accès. Ok, c'est très clair. Il y aura un email suite à cet événement où on mettra tous les liens qui vont être mentionnés pendant cette masterclass. Je préfère le dire parce que je suis certaine qu'il y a déjà des personnes qui ont dû commencer à se noter en se disant « Ah, je veux absolument y retourner ensuite ». On a parlé du FIPU côté CRAMIF, mais le FIPU, ça permet aussi de financer, entre autres, la reconversion, les parcours. Asna, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, le FIPU côté Transition Pro Île-de-France? Absolument, on vient compléter l'offre proposée par la CRAMIF. Alors, je fais un petit pas de côté, juste pour vous resituer quelque chose, et je reviens mieux au sujet ensuite, c'est que Transition Pro finance les reconversions professionnelles des salariés au travers d'un dispositif phare qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Ce dispositif permet en fait de financer des formations incluant le coût pédagogique, la rémunération du salarié qui est remboursée à l'employeur et les charges sociales et patronales également. Le FIPU, c'est un budget, c'est un fonds qui va venir être utilisé par le projet de transition professionnelle pour financer les formations de reconversion des salariés qui ont un poste soumis à des facteurs de risque ergonomiques. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se reconvertir pour aller vers un métier qui, lui, ne soit plus un métier à risque. Et dans l'idée de ce dispositif projet de transition professionnelle utilisant le FIPU, l'employeur va venir participer à hauteur de 5% des coûts pédagogiques. Là, on est sur un montant moyen constaté chez nous d'à peu près 400 €, charges incluses. Ça peut être utilisé pour du financement de reconversion pour quitter l'entreprise, mais ça peut aussi être utilisé pour évoluer vers autre chose au sein de l'entreprise employeuse. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément à démissionner avant d'envisager un parcours de reconversion professionnelle. Absolument pas. Ça peut être un outil de fidélisation et une Complètement. manière aussi pour l'employeur de pouvoir miser sur les compétences acquises de ses salariés. Comment il est mobilisable, ce FIPU ? Alors, le FIPU, il est mobilisable en déposant un dossier de demande de financement chez nous sur l'espace personnel du salarié. Donc, c'est le salarié qui va être à l'initiative, mais la démarche totale, c'est de pouvoir déjà être au courant que le salarié peut faire cette démarche-là. Et c'est tous les professionnels qui peuvent être en relation avec ces salariés qui vont pouvoir l'informer de cela. Ouais, parce qu'un dispositif mobilisable pour sécuriser son emploi, son employabilité, je crois qu'on était nombreux à ne pas le savoir en fait. Voilà, bienvenue, bienvenue chez Transition Pro Île-de-France. Vous avez d'autres dispositifs d'ailleurs qui existent, notamment le PUR. Peut-être, encore une fois, il va peut-être falloir faire un petit pas de côté avant de parler du PUR pour parler du compte C2P. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que le compte C2P ? Alors, le compte C2P, c'est le compte professionnel de prévention. C'est un outil, un compte qui existe depuis 2015. Alors, il a bougé depuis parce qu'il est alimenté de manière différente en fonction des dates. Mais ce compte C2P, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est alimenté par des points, sachant qu'un point existant dans le compte d'un salarié équivaut à 500 €. Pour que ce compte soit alimenté, en fait, il faut que le salarié ait occupé un ou des postes qui étaient soumis à au moins un facteur de risque professionnel. Il en existe 6, j'ai mes anti-sèches. Oui, je veux bien que vous nous les disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'en a pas, on ne les a pas vraiment détaillés en première partie. Absolument. Donc, on a le travail de nuit, le travail répétitif sous cadence, le travail en équipes successives alternantes, le travail effectué en milieu hyperbare, donc c'est sous pression, travail dans des températures extrêmes et le travail dans le bruit. Donc, en fait, dès qu'un salarié a travaillé un certain nombre de temps ou au-delà des seuils prévus par la loi sur un poste qui avait ces facteurs de risque-là, l'employeur va déclarer ce dépassement de seuil. Alors, quand on parle de seuil, c'est des seuils, par exemple, pour le bruit, c'est du décibel, mais ça peut aussi être des seuils en termes de durée.
Dès que les seuils sont dépassés, l'employeur déclare ça dans sa déclaration sociale nominative et ça va permettre derrière de déclencher l'alimentation du compte. Et si je suis salarié, que je me dis, bah tiens, j'ai des facteurs de risque comparés à ce que je viens d'entendre, comment est-ce que je sais si j'ai des points? Alors l'idée, c'est déjà d'aller sur le compte C2P et de l'activer, c'est-à-dire qu'il existe ce compte. Moi, j'ai fait l'exercice pour moi, je suis allée voir, j'ai 0 € dessus. Bon, voilà, je le sais. Mais au moins, l'idée, c'est d'aller voir s'il y a quelque chose dessus. Il faut savoir que ce compte poursuit, entre guillemets, le salarié durant toute sa carrière. Donc, même si aujourd'hui, dans une entreprise, on n'a pas de poste a priori soumis à ces facteurs de risque, on peut avoir recruté des personnes qui arrivent avec un compte déjà alimenté et qui peut être utilisé. Ok. Est-ce que c'est à peu près la même chose que le CPF? C'est un peu la même chose dans le fonctionnement, Ok. c'est-à-dire Ça nous suit appartient. le Ok. salarié pendant toute sa carrière. Par contre, l'utilisation va être très différente. Ok. C'est les mêmes facteurs de risque côté FIPU Enfin, les facteurs qui viennent d'évoquer, qui sont des facteurs liés à la pénibilité, ce qu'on a appelé la pénibilité, oui, bien sûr, on va les retrouver, mais on en retrouve d'autres. Et on est là sur des seuils qui sont quand même assez élevés. On ne va pas tous les retrouver non plus. L'objet, et c'est notre mission, puisqu'on parle de prévention, c'est d'éviter qu'on arrive à atteindre ces seuils-là. Bon, après, il peut y avoir du travail de nuit ou dans les milieux hyperbares qui sont liés à l'activité, qui sont difficilement contournables. Mais en effet, le FIPU ou les aides ou l'accompagnement des entreprises, l'objectif, c'est de limiter ces risques-là. Ok, c'est très clair. Alors, je reviens sur le PUR maintenant. Donc, on a compris ce que c'était que le C2P. Et qu'est-ce que c'est que le PUR? Alors, le PUR, c'est le dispositif prévention, usure, reconversion. Pourquoi est-ce qu'on vous parle encore d'un acronyme supplémentaire? Parce que c'est ce dispositif-là qui, en fait, permet de financer des bilans de compétences, des VAE, et ou des formations. Et je dis bien ces trois-là dans cet ordre-là, parce qu'un salarié qui aura utilisé le PUR pour financer d'abord une VAE ne pourra plus revenir vers le financement du bilan de compétences. On peut faire bilan de compétences, puis VAE, puis formation, mais on ne peut pas les mélanger dans l'ordre. Le PUR va utiliser les fonds du C2P disponibles sur le compte du salarié pour pouvoir venir financer l'une de ces actions-là. Et si le montant disponible sur le C2P permet de financer l'action envisagée, il n'y a pas de question sur l'accord de financement. S'il y a une question qui se pose à partir du moment où c'est une formation et que le montant n'est pas suffisant, et nous, à ce moment-là, on peut, on va dire, mobiliser d'autres fonds, notamment la dotation du projet de transition professionnelle. Donc, c'est le salarié qui vient faire la démarche. Comment les RH ils peuvent accompagner ces démarches-là? La première chose, c'est déjà d'informer le salarié sur l'existence de ce C2P et de leur dire, allez vérifier s'il y a ou pas ce compte alimenté. Et si le compte est alimenté, tout dépend ensuite de ce que le salarié a besoin de faire. S'il a besoin de faire un bilan de compétences, vraiment de prendre du recul, s'il a besoin de faire une VAE ou une formation. La première étape, quel que soit l'objectif choisi derrière, c'est de prendre contact avec un conseil en évolution professionnelle, un CEP. C'est l'une des structures, l'un des opérateurs, on en a plusieurs, je vais vous les citer, qui peuvent accompagner le salarié. Et c'est une démarche obligatoire pour pouvoir utiliser le dispositif PUR. Donc, on a dedans, dans ces opérateurs, on a 4 opérateurs principaux. Je ne vous cite pas France Travail parce que c'est pour les demandeurs d'emploi, mais sur les salariés du secteur privé, on a l'APEC pour les cadres, on a l'Avenir Actif pour les salariés du secteur privé, on a Cap Emploi pour les situations de maintien dans l'emploi et les missions locales pour les plus jeunes. Et comment peut-être vous contacter aussi, parce que je sais que vous intervenez dans les entreprises pour sensibiliser justement à tous ces dispositifs? On a un formulaire de contact sur notre site internet. Vous allez sur Transition Pro Île-de-France et vous cliquez formulaire de contact et vous allez pouvoir nous contacter en direct. Donc, les mails nous parviennent et on vous redirige soit vers le bon interlocuteur en interne en fonction de la question qui va être posée, soit effectivement, on va vous répondre en direct et prendre contact avec vous. Et on peut effectivement intervenir en entreprise
accompagnés potentiellement par un des acteurs du CEP en fonction de la typologie des salariés concernés. Alors, on a parlé transition pro Île-de-France parce qu'aujourd'hui, on est en Île-de-France, mais vous êtes régionalisé, c'est ça? Absolument. Donc, vous allez regarder sur le site web le transition pro qui correspond à votre lieu de travail. Alors, on a parlé de dispositifs, d'outils. Je vous voyais acquiescer, Séverine, sur tout ce qui va être les enjeux d'usure professionnelle. De votre côté, vous, comment est-ce que vous intervenez sur ce sujet de l'usure professionnelle? Et pour vous, quels sont les facteurs de risque en plus des 6 qui ont été établis tout à l'heure? Oui, ce qui a été dit, qui est très intéressant par Asna, c'est finalement la prise en compte du parcours professionnel dans l'intégralité. Parce que finalement, on peut avoir été exposé. En fait, il faut pouvoir prendre en compte cette dimension-là, et ce, à tout moment du parcours professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, effectivement, de comprendre, mais quel est le parcours de la personne, finalement, qu'on a au sein de son équipe. C'est un premier point. Après, c'est vrai, on a parlé là de l'usure professionnelle. Ça s'inscrit effectivement pour nous dans le cadre d'une démarche en fait d'amélioration des conditions de travail et de la qualité du travail. Et cela, en fait, moi, souvent, les entreprises me disent, mais on ne sait pas trop par où commencer. C'est vrai, comment on fait? Ben, moi, je dis, commencez déjà peut-être par un petit diagnostic QVCT pour qualité de vie et conditions de travail. On rappelle juste, donc, du coup, ce que ça veut dire. Et si j'ai le temps, je veux bien rappeler aussi, il y a quand même 6 thématiques dont les principales sont quand même, et là vous allez comprendre quand même comment ça s'articule, la santé des professionnels, donc l'usure professionnelle vient directement dans cette thématique. Il y a tout ce qui concerne en fait le management, l'organisation du travail, le contenu du travail, l'égalité professionnelle. Là encore, il peut avoir en fait parfois des effets en fait de genre en fonction des conditions de travail qu'on peut exercer, et il y a des impacts forts sur la santé. Le dialogue social et professionnel, quand même, qui est un enjeu clé pour parler de tous ces sujets-là, de co-construction, de dispositifs, d'appui, de méthodes, puisqu'on a parlé tout à l'heure, Philippe parlait des acteurs. Moi, je pense qu'il y a un enjeu fort là-dedans, c'est finalement d'articuler les acteurs à la fois à l'intérieur des entreprises. Donc, le manager de proximité, c'est quelqu'un de vraiment clé, puisqu'il connaît en fait les équipes, il connaît le travail. Les, bien sûr, responsables des ressources humaines. Tout à l'heure, on parlait des préventeurs, mais il y a aussi des référents handicap. Il y a beaucoup d'acteurs au sein même des entreprises, mais aussi à l'extérieur. On a parlé des services de santé au travail. Il y a des services de santé au travail qui sont en fait internalisés. Et bien entendu, au sein de ces organismes, il y a des cellules de prévention d'usure professionnelle. Donc là, pour moi, le point clé, c'est déjà de faire un petit diagnostic, de voir en fait quelles sont les thématiques qui sont phares au sein de notre entreprise pour savoir d'où on part. Et après, vous voyez, tout s'articule, puisqu'on a dit prévention de l'usure, Philippe le disait tout à l'heure, la prévention, c'est très important. Et pour cela, il faut voir comment agir et sur quelle dimension agir. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément une culture de la prévention en matière de santé. On attend souvent d'être malade pour aller voir le médecin, on n'anticipe pas forcément. Concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises? Vous parliez de diagnostic. Est-ce que c'est des aides que vous donnez? Est-ce que c'est un accompagnement au quotidien? Comment ça se passe en fait quand on veut vous solliciter, par exemple? Les deux, chère Catherine. En fait, bien sûr, on a développé un certain nombre d'outils et de méthodes qu'on retrouve sur le site de l'ANACT, avec des pages régionales, puisque tout à l'heure, je vous disais, il y a 16 délégations régionales. Moi, j'œuvre au sein de l'Île-de-France, donc pour l'ARACT Île-de-France. On a tous et toutes des spécificités, mais on a un tronc commun. Et donc là, tout le monde peut retrouver beaucoup de ressources sur le site de l'ANACT. Après, bien sûr, nous, on peut accompagner donc, à travers des diagnostics, mais surtout, on est connu pour être sur le terrain, ancré sur les territoires, au sein des entreprises, auprès des professionnels. Et là, il peut y avoir effectivement un accompagnement qui se fait au cours du temps en fonction des objectifs qui se sont fixés et des thématiques qu'on travaille. Est-ce que c'est plutôt pour les grandes ou pour les petites entreprises? Merci pour cette question. Le cœur de cible, quand même, c'est les PME. Bien sûr, il nous arrive de travailler parfois avec des grands groupes, surtout sur des thématiques un petit peu innovantes, de défrichage, un petit peu puisqu'il y a peut-être parfois plus de moyens pour donner du temps à ces thématiques innovantes. Mais c'est vrai qu'on offre beaucoup et prioritairement auprès des petites et moyennes entreprises. Une petite question à vous 3 d'ailleurs. Souvent, on peut se dire: «Ah, ça paraît trop compliqué», en fait. Comment est-ce que vous rassureriez les auditeurs qui nous écoutent en se disant: «Bon, vous pouvez aller factuellement, en fait, commencer à prendre un premier contact, une première référence»? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui se disent: «Ah, ça me paraît trop compliqué»? Ça peut l'être en effet. Après, la première, ça me semble évident, mais c'est déjà d'avoir l'information, de savoir ce qui existe ou pas. Comme on l'a rappelé, il y a
beaucoup de choses qui peuvent exister. Donc, la première des choses, c'est savoir que ça existe. Et après, d'aller sur les sites, on en a tous, pour bien comprendre la façon d'accéder finalement à l'aide proposée. La façon après, où les procédures d'accès peuvent être différentes. Voilà. Nous, on accompagne les entreprises, notamment avec des aides financières, mais pas uniquement. Donc, de la même façon, on va être sollicité ou on va au sein des entreprises pour les accompagner. Ça peut être l'accompagnement de la connaissance, enfin ce qui me concerne, des risques professionnels, donc de la mise en place de mesures de prévention, et puis notamment d'ailleurs dans les plus grandes, et puis en effet, on a beaucoup plus de dispositifs pour les plus petites entreprises, qui représentent quand même, pour les entreprises de moins de 50, une grande majorité, au-delà de 80, enfin, on est autour de 90%, donc d'accompagner ces structures sur les aides financières. Donc, pour ma part, je dirais que le mieux, c'est d'aller voir sur le site de chacune de nos structures, en région ECARSAT, la CRAMIF pour l'Île-de-France, ou Amélie de façon générale, parce qu'on a effectivement des structures qui sont régionales, mais des sites qui peuvent être, ou des tutelles nationales, pour aller chercher l'information. Voilà. L'usure professionnelle, peut-être que c'est important de le rappeler, c'est pas qu'un sujet RH, c'est un sujet collaboratif, c'est des partenariats aussi à l'extérieur. Ceux qui sont présents à cette masterclass, vous êtes peut-être accompagnant vous-même de reconversion ou autre. N'hésitez pas en fait à vous informer pour mieux informer les personnes que vous accompagnez. Aujourd'hui, je vais vous poser la question, Asna, qui c'est qui vous contacte dans les faits au quotidien ? Alors, si on parle des bénéficiaires, à savoir les salariés du secteur privé, ce sont sur le sujet plutôt des personnes qui rencontrent les premières douleurs qu'ils vivent, qui au début ne sont pas forcément vues par les employeurs, mais qui commencent à apparaître plus pour les managers très opérationnels, et ensuite qui commencent à être visibles au travers des arrêts de travail. Nous, on travaille depuis très longtemps au travers du projet de transition professionnelle avec nos partenaires, par exemple de la GFIP, parce qu'il y a un vrai sujet, et avec nos partenaires aussi de la santé au travail, parce qu'il y a un vrai sujet sur la problématique de la désinsertion professionnelle. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'intérêt de mettre ça en lumière, c'est justement de pouvoir accompagner mieux l'ensemble des salariés. Et on a pu échanger avec un ensemble de partenaires, que ce soit des OPCO, des accompagnants. On a même eu des contacts avec des intervenants en prévention des risques professionnels, avec des ergonomes. Donc vraiment un panel d'accompagnants très différents, des conseillers en évolution professionnelle. L'idée étant en fait que l'information se diffuse, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble, c'est de pouvoir communiquer aussi ensemble. Et je reprends la question que vous posiez à Philippe tout à l'heure. L'intérêt de la démarche, c'est que vous pouvez en contacter un des organismes, il pourra vous orienter vers l'autre si jamais il y a ce besoin-là. Ok, c'est très clair. Côté ARACT, est-ce que c'est plutôt des RH? Est-ce que c'est plutôt des préventeurs, évidemment, mais qui vous contactent au quotidien? Ou des salariés, des managers parfois? Oui, nous, je pense qu'il y a une forme de coordination qui se fait déjà au sein des entreprises. Et du coup, le point d'entrée, ce sera peut-être plutôt le service RH. Donc, je dis service RH au sens très large, puisque finalement, maintenant, ces sujets-là sont un petit peu transversaux. Et travailler au sein des entreprises, par exemple, au sein de direction, par exemple, RSE. Donc voilà, j'essaie d'être large, mais c'est vrai que souvent, ça va passer par quand même la direction des ressources humaines, avec, comme je disais, la capacité de fédérer plusieurs acteurs en interne. Donc ça, c'est le point d'entrée. Et après, nous, on travaille, comme je l'ai dit, au plus près du terrain, avec ceux qui font le travail. Et donc, vous pouvez me raconter, par exemple, une entreprise qui vous a contacté, quel est le parcours? Alors, sur cette thématique, parfois, l'entrée, ça peut être un point individuel. Et du coup, nous, on essaie de changer la focale et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour avoir un dispositif qui permette de répondre à une situation de santé pour toutes et tous. Et donc, on les invite, en fait, à parfois travailler justement sur un cas concret d'une personne pour pouvoir trouver et développer leur propre dispositif qui pourra correspondre
à une thématique. Là, tout à l'heure, on parlait d'usure professionnelle, on a parlé tout à l'heure de, bien sûr, les risques autour des troubles musculo-squelettiques, mais il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Pour rappeler quand même sur le handicap, 80% en fait, des handicaps ne se voient pas. Donc, sans aller, puisqu'on a parlé de la GFIP, donc je vais faire ce petit point-là, mais juste, sans arriver à cette situation, il y a quand même beaucoup de professionnels qui ont des problématiques autour de la santé qui ne se voient pas. Donc là, il s'agit vraiment de développer en fait les dispositifs qui vont bien en fonction de l'entreprise, au niveau donc individuel, mais après passer très rapidement sur quelque chose qui est plutôt collectif, et puis après de toucher justement à l'organisation du travail. Là, on peut agir en fait sur différentes dimensions et gagner en efficacité. Et vous accompagnez finalement l'interlocuteur qui vous contacte dans un parcours in fine. Vous lui permettez une prise de recul. C'est ça, l'idée, en fait, c'est de pouvoir se poser la question. Donc, parfois, ils vont se dire, on a 1, 2, 3 personnes qui ont été diagnostiquées, qui ont tel ou tel sujet. Bon, bien sûr, il y a le secret, en fait, médical, mais quand même, on sait, il y a des études qui montrent que tel ou tel secteur sont particulièrement impactés par tel ou tel trouble. Donc, ils partent de sujets concrets et, en fait, leur objectif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure tous et toutes, que finalement, on puisse maintenir les personnes en emploi, qui restent en fait insérées au sein des entreprises, des institutions, des associations, mais qui soient en bonne santé. On a parlé tout à l'heure de l'allongement en fait de la vie, mais aussi en fait du travail finalement. Et c'est ça, c'est comment faire pour rester en fait en emploi, mais en bonne santé. Finalement, c'est prévenir et ne pas attendre forcément de guérir ou de cautériser. Philippe, je vous pose cette question aujourd'hui. Les sollicitations que vous recevez, c'est plutôt parce qu'il y a une situation qui a été critique ou c'est vraiment plutôt des actions de prévention bien en amont que vous voyez, ou plutôt est-ce que parfois c'est vous-même qui allez parler aux entreprises en leur disant attention, on nous remonte ceci ou cela? Alors, de fait, ce sont les trois. Ce sont les trois. Bien sûr, quand il y a des situations critiques et malheureuses, on parlait d'accidents, il y a des accidents qui peuvent être très graves, voire des décès, malheureusement. Donc, de fait, dans ce type de cas, on est alerté. L'entrée peut être également la collaboration avec un service de santé qui, elle aussi, intervient dans les structures, peut nous solliciter. Et puis, en effet, on va aussi dans les entreprises pour finalement voir quelles sont les mesures de prévention qui peuvent être mises en place dans un secteur donné. Et après ce constat, on peut les accompagner, comme je le disais, soit sur de la sensibilisation, de la formation pour arriver à les faire travailler sur les préventions du risque, notamment aussi, parce que c'est un cadre réglementaire sur l'évaluation du risque à travers le document unique d'évaluation des risques, mais les accompagner aussi financièrement pour les plus petites, comme les plus grandes maintenant grâce au FIPU, sur la subvention de formation ou de matériel dans différents secteurs. Donc, voilà, on parlait de tout ce qui touche au trouble musculo-squelettique, qui est quand même le risque, qui est quand même abordé à travers ce fonds. Et donc, il y a des bonnes pratiques, des formations liées à la prévention du risque de l'activité physique, et puis des matériels qui peuvent fortement limiter, réduire complètement ces risques-là, qui ne sont pas toujours d'ailleurs connus des entreprises. Et donc, on a un rôle aussi d'accompagnement, de conseil sur ces points-là. Alors, on a parlé beaucoup de TMS, on a un peu moins, donc troubles musculo-squelettiques, on n'a pas trop parlé des RPS, donc des risques psychosociaux. Est-ce que vous les accompagnez, par exemple? Oui, alors déjà, on les accompagne. Il faut savoir que même si on n'est pas dans le cadre du FIPU, on a une aide qui vise à aider les entreprises, parce que c'est toujours un peu compliqué. Quand on parle de risque psychosocial, ça peut faire peur, mais on est très clairement, comme ça l'a été souligné au préalable, sur des problèmes qui peuvent être liés à l'organisation, des facteurs qui ne sont pas du tout ce que l'on peut imaginer. Donc, on a une aide,
déjà, une subvention pour aider les entreprises à être accompagnées par des cabinets dont c'est quand même la spécialité. Et puis nous-mêmes, on peut accompagner les entreprises, sachant qu'il y a quand même des liens assez étroits avec la problématique des TMS. Voilà, ça peut être, enfin, l'un va avec l'autre et peut constituer, on va dire, un facteur aggravant d'un côté comme de l'autre. Donc oui, c'est une problématique importante. De plus en plus d'organismes comme les nôtres aident, essayent d'accompagner les entreprises, notamment les plus petites, sur ce risque-là qui est pas toujours évident à appréhender pour les plus petites structures. Et j'imagine que vous êtes de plus en plus sollicité. Oui, bien sûr. Après, encore une fois, c'est un peu les problématiques des TPE qui sont sollicités sur beaucoup de domaines. Ils doivent tout faire. On parlait tout à l'heure des personnes qui nous contactent dans les plus petites entreprises, c'est chef d'entreprise, mais qui a finalement qui est multi-casquette, qui fait RH, qui a beaucoup de fonctions. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner sur des sujets sur lesquels ils sont un peu perdus. Alors, on parle d'usure professionnelle, mais peut-être qu'il faut aussi parler de repérage des signaux faibles sur le terrain. Séverine, qu'est-ce que vous pourriez dire aux entreprises? Comment est-ce qu'on repère les signaux faibles? Qu'est-ce qui vous remonte régulièrement? Oui, je crois que ça a été abordé un petit peu. Ce qui les alerte souvent, c'est l'absentéisme. Okay. Donc, c'est Factuel. le premier point, en fait, c'est ce sujet-là et l'impact que ça a sur le collectif de travail, puisque en termes organisationnels, ça a été dit tout à l'heure, tout de suite, on le voit. Surtout lorsqu'on est sur des entreprises qui sont petites, il n'y a pas 25 000 postes, une personne pour une tâche, donc une activité manquante, c'est souvent des problèmes qui vont venir grossir et organisationnels, en fait, à combler, que les uns et les autres ne peuvent pas toujours, puisque en termes de manque d'effectifs et de charge de travail, ça peut être assez important. Donc voilà ce que je peux en dire. Signaux faibles, c'est ça, ce qui saute aux yeux, c'est ça. Du coup, c'est l'absentéisme ou les arrêts de travail en fait qui sont prolongés ou parfois longs, tout simplement. Donc on est encore dans cette dynamique un petit peu de la prévention de la désinsertion. C'est comment agir avant de se retrouver avec des personnes qui sont en situation un petit peu de rupture en termes de santé et plus largement après social et avec l'entreprise. C'est un fort enjeu pour nous en France, vous l'avez rappelé, on est un petit peu plus en retard. Donc voilà, on est tous et toutes autour de la table pour vous outiller et vous aider dans ces démarches qui peuvent faire peur. Mais voilà. Est-ce que vous auriez des approches à recommander pour faire remonter? Parce que ce que j'ai entendu, c'est que tout le monde n'ose pas forcément dire qu'il se sent un petit peu usé. On a parfois peur de perdre parfois son emploi. Comment est-ce qu'on peut faire remonter de façon fiable en fait, et collective ces informations? Du coup, je vois que vous me regardez. On se regarde tous Voilà. et toutes. Donc, la question est pour moi. Donc, pas de problème. Je vous dis ça dans un instant. En fait, ce que je voulais dire sur ça, c'est que les signaux faibles, déjà, les gens vont pas avoir… Ceux qui sont les plus exposés ne vont pas parler. Parce qu'ils ont peur, en fait, de perdre leur travail. C'est aussi simple que ça. Mais c'est important de le dire. Ça veut dire à quel point il faut ouvrir la parole sur le sujet. Tout à fait. Et donc, c'est là où il y a le fort enjeu. Tout à l'heure, on le disait, de prévention. Il faut aller à la fois faire des campagnes pour expliquer que le sujet est pris en fait en compte, même si en fait il est balbutiant, ne serait-ce que de savoir que dans l'entreprise on s'y intéresse. Là, ça peut quand même permettre d'ouvrir un petit peu les portes. Après, il y a tout ce qu'on disait tout à l'heure de la sensibilisation, c'est très important. De pouvoir faire intervenir différents types d'acteurs avec différentes approches. Effectivement, ça permet un petit peu de déstigmatiser. Et là, même si les personnes ne vont pas dire, parce que comme tout à l'heure, je parlais du secret médical, ils ne vont pas forcément avoir envie de divulguer leur sujet. En revanche, ce qu'on peut en fait voir et axer, c'est plutôt quel est l'impact sur le travail. C'est quoi l'impact ? On ne veut pas savoir quelle est la pathologie, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel est l'impact pour réaliser en fait le travail. Et donc, comment faire pour que le manager, les coéquipiers, les équipiers, les collègues puissent être soutenants et être eux-mêmes soutenus, parce que ce qui se passe, ce qu'on voit au sein des équipes, après, ça fait des déséquilibres. Il y a une, deux, trois personnes qui sont concernées, et après, c'est tout le collectif de travail qui est un petit peu malmené. Et donc, c'est en ce sens-là que je le disais tout à l'heure, il faut pouvoir avoir une vision qui est plus globale.
voilà, qui n'est pas en fait porté sur l'individu, mais plutôt sur comment on accompagne au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les leviers, quels sont les dispositifs, quels sont les acteurs qu'on a autour de nous, qu'on peut mobiliser, quelles sont les ressources. On a dit tout à l'heure sur les sites, on a pour nous tous, pour nous trois, beaucoup de choses à présenter. Et puis bien sûr, on est là pour répondre aux questions. Hein. Les entreprises ne sont pas seules aussi. Je pense que c'est important de le montrer. En fait, il y a des soutiens sur lesquels on peut se reposer. Est-ce qu'il y a des signaux faibles qui sont très clairement souvent mal identifiés ou trop tard? Alors, je vous pose la question à tous les trois. Alors là, je vais prendre la parole. En fait, il y a une chose que nous, on a constatée, parce que quand on a eu les dispositifs de prévention de l'usure, on a commencé un peu à tester la réceptivité par nos différents interlocuteurs. Donc, dans un premier temps, moi, je travaille à la direction des partenariats, donc auprès des entreprises, auprès des organismes de formation et puis l'ensemble de nos partenaires. La première chose qui nous a marqué, c'est effectivement que les entreprises sont plutôt en train d'attendre d'être au pied du mur pour réagir. Mais ça, vous l'avez déjà dit, ça l'illustre bien. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'il y a certaines entreprises qui nous disent, moi, il y a certains postes, certains services où je sais que au bout de 10, 15 ans d'activité professionnelle, je commence à voir arriver les premiers arrêts de travail. Et on leur a dit, est-ce que ça, plutôt que d'attendre que les personnes soient dans la situation de l'usure, on ne pourrait pas l'anticiper un petit peu et pouvoir justement les informer, leur expliquer que ceci existe et qu'on peut l'utiliser. Et ils ne l'avaient pas envisagé de cet angle-là, puisqu'ils attendaient que les personnes soient en arrêt de travail ou en risque d'inaptitude. L'inaptitude, ça coûte cher, hein, très clairement. Donc, autant anticiper cela. Et puis, il y a une deuxième chose en lien avec l'information. Je fais une petite digression. On a un photographe qui est là aujourd'hui pour photographier la maison de la reconversion où les salariés peuvent venir justement à la rencontre de nos équipes. Ce photographe nous dit, mais en fait, moi, avant d'être sollicité par vos services pour venir prendre en photo, je ne vous connaissais pas. Et je me suis reconvertie il y a quelques années. C'est dommage. C'est dommage, puisque le projet de transition professionnelle existe, maintenant le FIPU, le PUR. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir diffuser plus globalement l'information pour qu'on soit tous identifiés de manière commune, qu'à tout moment, le salarié qui se retrouverait dans cette situation puisse être orienté. Je rappelle aussi que le CEP, son travail, c'est de faire des échanges individuels confidentiels. C'est gratuit, c'est confidentiel. Conseil en évolution professionnelle. Donc, quand tout à l'heure Séverine disait, ils n'osent pas en parler, parce qu'en interne de l'entreprise, ça peut effectivement être mal perçu. Il y a cette possibilité d'être accompagné en toute confidentialité et d'avoir toutes les informations nécessaires par ailleurs. Donc, un RH peut aussi rerouter vers un conseiller en lui disant si tu veux garder une confidentialité, c'est intéressant de le dire. Philippe, est-ce que vous voyez des signaux d'alerte que vous voyez revenir le plus souvent? On l'a dit déjà, tout ce qui est lié aux arrêts de travail, donc que ce soit des arrêts maladie ou des arrêts de travail, donc quand une personne s'arrête, notamment. Alors, il peut y avoir cette redondance, c'est-à-dire qu'on constate dans une entreprise, sachant que nous, on intervient au niveau de l'entreprise. C'est notre clé d'entrée, c'est l'entreprise. On n'est pas sur la personne, mais on intervient de fait, puisqu'on travaille sur le collectif, sur la personne. Donc, c'est potentiellement la répétitivité d'accidents, d'arrêts, qui va faire que, vraisemblablement, il se passe quelque chose. Mais après, ça peut être tout à fait du ponctuel, qui peut être lié plutôt là sur la gravité ou sur une incapacité. Voilà. Donc, il peut y avoir différentes entrées. Ça peut être en effet beaucoup d'accidents, peut-être pas très graves, mais voilà, dans un secteur où on constate que finalement, il y en a moins. Ça peut être la gravité, voire l'incapacité liée à l'accident qui peut nous alerter. Bon, puis après, il y a ces échanges qu'on a, notamment avec les DREETS ou les DRIETS, ou les services de santé au travail, ou des travaux que l'on peut mener, notamment l'assurance maladie, sur des programmes, donc risque chimique, parce qu'on s'aperçoit que dans certains secteurs, on a des méconnaissances finalement, ou sur les TMS. Bon, il y a le FIPU, mais il y a des programmes de l'assurance maladie qui visent à accompagner les entreprises sur ces sujets-là. On a parlé des RPS, c'est aussi un programme de l'assurance maladie. La prévention des AT en est un autre. Voilà, donc
Il y a différents clés d'entrée. Les Voilà, différents signaux d'alerte, finalement. tout à fait. Ok. Asna, à quel moment les salariés se disent ah, je vais pas réussir à tenir jusqu'à ma retraite? Il y a un moment clé où on commence à se dire ça. Je vois, oui. Assez régulièrement, c'est durant l'arrêt de travail qu'ils se posent la question, qu'ils sont accompagnés par leur service de santé au travail et souvent ils font appel aux assistantes et assistants sociaux de leur service de sécurité au travail qui de fait les redirigent après souvent vers un bilan de compétences pour pouvoir justement identifier ce qui peut être fait. Et c'est là que le PUR peut vraiment être utilisé pour financer ce bilan de compétences parce qu'il n'y a pas de reste à charge quand on utilise le PUR, alors que quand le salarié utilise le CPF, un reste à charge existe. Donc ça, c'est vraiment une donnée importante. Et pendant l'arrêt de travail, le salarié peut suivre aussi une formation, tout en continuant à bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale. Si, et ça peut arriver malheureusement, il y a un conflit avec l'employeur, s'il n'y a pas de conflit, on va partir sur un principe plutôt normal et classique de suivi de formation rémunéré. Quel rôle aujourd'hui ont les partenaires à jouer? Alors, je pense aux OPCO, vous avez tous cité beaucoup les services de santé au travail, donc j'ai compris que c'était vos partenaires du quotidien sur le terrain. Quel rôle Alors, chacun? ce qu'il faut savoir, c'est que les OPCO ont, eux, une relation directe aux entreprises. Et souvent, les entreprises nous parviennent aussi par le biais des échanges que les OPCO peuvent avoir avec eux. Donc, il y a un rôle d'orientation globalement de l'ensemble des partenaires. Nous, quand on a appris, par exemple, que le FIPU nous a été confié, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met derrière? On est allé chercher les textes et on a vu que la CRAMIF était concernée. Donc, on s'est dit, il faut qu'on prenne contact aussi avec la CRAMIF et qu'on aille un petit peu plus loin dans cette démarche-là. Donc, il y a vraiment une démarche d'orientation. Aujourd'hui, quand on intervient auprès d'une entreprise, on cite systématiquement la CRAMIF pour l'utilisation du FIPU parce qu'on a un budget global commun, entre guillemets, sur des utilisations un peu différentes. Mais c'est important que les entreprises les connaissent. Donc, l'idée, c'est que chaque partenaire puisse nous orienter les entreprises et que nous, on puisse aussi les orienter vers eux en fonction des situations. Avec l'ARACT, on a travaillé à plusieurs reprises sur le sujet des conditions, de l'amélioration des conditions de travail des salariés sur d'autres dispositifs, mais on a pu effectivement développer avec l'ARACT des outils qui ont pu être mis à la disposition des employeurs pour une meilleure compréhension. On voit bien depuis le début de cette table ronde, on parle de beaucoup d'acronymes, on a beaucoup de sujets. Ça a l'air compliqué comme ça au demeurant, mais je voulais citer quand même le cas d'une entreprise qui a fait appel, ses salariés ont fait appel à nos services, on les a contactés dans le cadre du FIPU. Alors, petit rappel, 87% des maladies professionnelles sont causées par des TMS. Donc, le FIPU est en plein dans ce cadre-là. Cette entreprise-là avait plusieurs salariés qui étaient dans une démarche de projet de transition professionnelle, de reconversion, en vue d'une mobilité interne. On a pris le téléphone, on a appelé, quand je dis on, c'est mes collègues, on a appelé l'employeur nous a dit, moi je suis totalement partie prenante et je suis pour qu'on accompagne ces salariés, on va les soutenir financièrement. Et 6 salariés de cette entreprise-là sont aujourd'hui en formation professionnelle avec un soutien financier de l'employeur et du FIPU. Alors, on voit que vous êtes en appui finalement, vous êtes 3 structures clairement en appui à la fois aux salariés mais aussi aux entreprises. On va passer au temps de questions-réponses. Alors, il y avait déjà beaucoup de choses à dire, mais il y a déjà des questions qui me sont remontées. La première, c'est le marché du travail des seniors est confronté à des préjugés. Est-il réaliste pour les seniors d'envisager une reconversion? Qui prend la question? J'y vais. Asna, je vous vois sourire. Oui, parce qu'en fait, l'intérêt de Transition Pro, c'est que nous sommes une structure à la fois interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à tous les secteurs d'activité sans différenciation, et on finance des reconversions à tous âges. On a des personnes de plus de 50, de plus de 55 ans qui viennent nous voir pour un financement de reconversion professionnelle. Gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 55 ans a encore au moins une dizaine d'années d'activité professionnelle devant soi. Donc, ça vaut le coup de s'investir dans une reconversion à tous les âges.
Moi, je veux bien compléter. Il y a une chose qui est très importante là, dans ce qu'on se dit, c'est que finalement, c'est la thématique de l'obsolescence des compétences. Et ça, c'est à tout âge. L'entreprise, elle va chercher en fait quoi? Des compétences. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du sujet de l'attractivité, de la fidélisation. Il y a quand même une forme de pénurie des talents. Elle sera très heureuse de pouvoir accueillir un nouvel employé, quel que soit son âge, j'ai envie de dire, à condition qu'il ait les compétences, qu'il soit formé. Donc là, on voit encore une fois toute la synergie et des dispositifs qu'il peut avoir et pas de fatalisme là-dessus. Encore une fois, les mentalités vont évoluer puisqu'il y a un besoin en fait et les entreprises cherchent à recruter. D'autant qu'on peut être curieux aussi à tout âge. Oui, Quand on parle de l'IA notamment, c'est pas parce qu'on a 55 ans qu'on n'est pas aguerri aux nouvelles technologies. Vous vouliez compléter, Philippe? Bon, je sais pas. Nous, on intervient vraiment sur une dimension de l'entreprise, donc, mais je rejoins ce qui a été dit. Oui, clairement, c'est une synergie entre les différents organismes. On voit bien qu'on peut partir d'un cas, ça a été évoqué, d'un cas d'une personne pour amener finalement un service, une entreprise, peu importe. Et même au niveau des seniors. Tout à fait. Surtout au niveau des seniors, oui, parce que de fait, on l'a dit, il y a ces facteurs de pénibilité, d'usure qui sont liés à l'activité, mais il y a une part quand même, et ça, on ne la maîtrise pas, une part finalement biologique, qui fait qu'on ne va pas tous réagir de la même façon, et donc il y a à s'adapter, on va dire, notamment sur cette population. Et travailler soi-même son employabilité aussi. C'est bien le rappeler que la notion de parcours, elle est aussi individuelle. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de questions sur les risques psychosociaux. Burn-out, management toxique, bore-out, stress lié à la numérisation des emplois. Quelles sont les solutions qu'on peut mobiliser sur ces sujets? C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. On est l'année de la santé mentale. Qui prend la question en premier point? Alors, moi, je veux bien commencer sur la partie, finalement, nous... comme je l'ai rappelé, on a un positionnement un peu différent dans le sens où on va essayer d'aider l'entreprise, soit directement, soit en l'aidant à financer des cabinets qui vont l'aider finalement et l'accompagner dans cette démarche-là. Donc ça, c'est notre entrée. Et puis après, on peut être amené aussi à contacter nos collègues qui vont agir plus tôt et qui vont rentrer plutôt sur la personne. Voilà. C'est un peu des champs différents, mais au final, l'objectif est le même. Donc, nous, on travaille avec l'employeur pour essayer d'aider finalement l'entreprise à appréhender ce risque. Il faut bien le dire, c'est quand même difficile. Le mot même risque psychosocial a tendance un peu à faire peur. Voilà. Donc, il y a besoin finalement des deux volets, d'aider à la fois la personne, ça paraît essentiel, et puis d'aider l'entreprise à accompagner l'ensemble de son effectif, son staff sur ces sujets-là. Oui, il y a plusieurs dimensions. Tout à l'heure, je l'avais donné, les thématiques sur la qualité de vie, les conditions de travail. Et pour répondre à ces questions-là, souvent, il faut voir qu'est-ce qui se joue en fait au sein de l'entreprise. Là, quand on travaille sur les questions de QVCT, on va justement faire une focale peut-être sur c'est quoi l'organisation du travail, quel est le projet de l'entreprise. Toutes ces questions-là permettent de travailler aussi les sujets de charge de travail. Derrière ce que j'entends là, c'est ce sujet-là, comment on régule la charge de travail, comment on s'organise en fait, comment on organise les espaces, les temps. Puisqu'on l'a vu avec, par exemple, l'avènement du télétravail, donc ça s'est inscrit en fait dans plusieurs entreprises. Bien sûr, tous les emplois, toutes les activités ne sont pas télétravaillables, mais néanmoins, ça a eu un impact notamment sur peut-être l'informel qui se jouait, la transmission d'informations qui se fait un petit peu moins. Moi, j'entends beaucoup de sujets autour de la charge mentale sur la gestion des mails, en fait, du numérique, le droit à la déconnexion. Ça n'a pas été évoqué là, mais je suppose que oui, nous, on a travaillé fort sur transformation du numérique et les impacts que ça, finalement, avec des idées reçues sur ça simplifie les choses, mais en fait, non, il y a des impensés autour de cela. Ça simplifie, oui, mais pas que. Et du coup, nous, au sein du réseau de l'ANACT et au sein des ARACT, on travaille vraiment fortement sur quel est l'impact sur les métiers, en fait, l'activité des professionnels. Et là, il y a clairement, c'est pas des nébuleuses, on travaille sur des choses très concrètes. Tout à l'heure, quand je parle de charge de travail, régulation de la charge, là, on est sur des cas absolument concrets qui permettent très vite, très vite, je veux dire, au moins d'identifier en fait les sujets et voir où agir. Il y a un sujet du lien très fort finalement.
que vous évoquez. Le lien est très important. On a parlé beaucoup des acteurs, des différents acteurs. L'articulation au sein même des entreprises, c'est clé, au sein des équipes, de comprendre qui peut faire quoi, comment, avec quelles compétences. Donc la question de la formation là est clé aussi. Et encore une fois, le sujet de l'obsolescence des compétences, c'est pour toutes et tous. Hein. C'est pas simplement les seniors, c'est pour tout le monde en fait. Et à tout moment, vous l'avez dit, l'action, redonner du pouvoir d'agir aussi à chacun de façon individuelle, mais plus largement, nous, comme on intervient auprès des entreprises comme Philippe et du coup la CARSAT, c'est notre sujet quoi, d'accompagner les professionnels, les chefs d'entreprise bien sûr, et les managers, les RH sur ces sujets-là. Alors, si je peux me permettre juste pour compléter, parce que l'une des problématiques, c'est finalement comment je détecte dans mon entreprise, comment je fais pour savoir si je suis plutôt bien, s'il y a des services où c'est moins bien, etc. Donc, il faut savoir que sur le site de l'INRS, il y a un certain nombre d'outils qui sont faits à la fois pour les plus petites, mais aussi pour les plus importantes, pour finalement essayer de savoir où on en est, de quantifier, de savoir comment je vais faire pour savoir où je me trouve. Donc ça, c'est le premier point, faire ce fameux diagnostic avant éventuellement de s'orienter vers un cabinet, mais savoir, voilà, il y a des outils qui existent, il faut aller sur le site de l'INRS pour appréhender un peu le niveau de risque, puisque c'en est un, dans son entreprise. Parce qu'on est tous biaisés, je pense aussi. Oui, et puis il y a le sujet aussi des indicateurs. Moi, je trouve que parfois, on va chercher les outils ailleurs. Parfois, on peut aussi, il y a le bilan social, bon, pour peut-être les plus grandes entreprises. Là, c'est vraiment de ne pas simplement les faire et de prendre le temps un petit peu d'analyser en fait nos propres indicateurs. Et quand on n'en a pas, de fixer enfin au sein de son entreprise quels sont les indicateurs clés en fait qu'on doit suivre pour pouvoir faire de la prévention et voir aussi où on agit. Donc ça, c'est le premier point, j'ai envie de dire. Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui nous permet de suivre? Quand on ne suit pas, forcément, ou quand on ne cherche pas, on dit on ne trouve pas. C'est ça. Donc voilà. Et Mesurer. Mesurons un petit peu. Et je voulais juste ajouter que le sujet des RPS Oui. aujourd'hui est mis en lumière, et tant mieux, parce que quand on met en lumière un sujet, on peut mieux le définir et mieux l'accompagner. Mais c'est un sujet que Transition Pro voit au travers des dossiers de demande de financement qui nous parviennent depuis fort longtemps. Il faut bien avoir à l'esprit que Transition Pro est synchrone avec la société, vraiment. Donc, ça fait quelques années déjà qu'on a des dossiers de personnes qui ont, alors pas qui sont en burn-out, qui commencent à sortir du burn-out, parce qu'il faut aussi prendre le temps de prendre soin de soi pour vraiment être en capacité ensuite d'aller vers un nouveau projet professionnel. Alors, il restait quelques questions, mais le temps imparti est déjà dépassé. On répondra aux questions qui peuvent être restées en suspens dans le mail qui sera envoyé post-événement. Peut-être un dernier mot, si vous aviez un seul message à faire passer à nos auditeurs, quel serait-il? Je me tourne vers vous. Enfin, je n'ai pas à me tourner du coup. Sabrine. Face à face, avec plaisir. Catherine, merci pour ces instants-là. Moi, j'ai bien envie de reparler un petit peu de la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En fait, ça veut dire quoi, en fait, être en santé? Il y a encore une fois 3 dimensions, hein, finalement, la santé, sensation de bien-être physique, psychologique et sociale. Et là, on oublie trop, en fait, souvent qu'il y a une forme d'impermanence des choses. Il y a un côté dynamique de la chose. Hein. On n'est pas tout le temps en bonne santé. Là, on a parlé de l'année de la santé mentale. Ce sont des choses, en fait, qui peuvent être altérées au cours du temps. Et donc, du coup, ça permet de voir aussi qu'il y a, en fait, un effort à faire pour co-construire, discuter, se mettre autour de la table sur ces sujets-là. Et en fait, ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui va convenir pour demain. Donc, moi, mon message, c'est ça, c'est en fait d'être dans une dynamique finalement d'analyse de ces sujets pour trouver les solutions les plus adaptées. Parfois, il y a des solutions qui peuvent être trouvées à court terme, bien sûr à moyen terme et long terme, mais toujours les réinterroger. Je pense que ça fait du bien pour tous. Et comme on est dans une dynamique où on veut trouver aussi de l'efficacité, ce sera mon mot un petit peu pour conclure. Accepter l'impermanence, de fait. Asna? Alors, je voulais juste ajouter sur un petit message, parce que souvent, quand on nous envoie des entreprises, la première alerte, c'est « moi, je ne veux pas que mes salariés partent ». Pourquoi? Parce que j'ai des problématiques de recrutement.
D'accord. Donc, j'en profite pour vous dire que nous avons un salon que Transition Pro organise le 26 et 27 septembre 2025, qui s'appelle Génération Reconversion, et qui a justement pour objectif de permettre aux entreprises qui ont des besoins de recrutement forts ou qui les anticipent, de pouvoir venir à la rencontre de l'ensemble des salariés franciliens. On a eu plus de 6000 visiteurs l'année dernière, donc ça peut mériter un petit coup d'œil. Je témoigne, j'y suis passée. Philippe? Bien, je dirais simplement que les entreprises qui font face à des difficultés, qui peuvent avoir l'impression d'être un peu seules, finalement, il y a un certain nombre d'outils, d'aides, finalement beaucoup de choses qui leur sont destinées. Donc, il faut aller les chercher sur les sites qu'on a évoqués. Donc, d'un point de vue plus personnel, sur la personne, vers Transition Pro, sur l'entreprise, sur les sites des CARSAT pour voir quelles sont les aides qui peuvent être financières, mais pas que, bien sûr. Je pense que c'est important. Il y a des outils qui peuvent les aider, notamment sur l'évaluation des risques à travers leur document unique. Ça, c'est important. Donc voilà, le site de l'INRS propose les outils, donc on peut aller dessus. Sur le site d'Amélie ou des caisses, on a plutôt la partie, là, on va dire, financière ou d'accompagnement, parce qu'on a rappelé dans le cadre du FIPU qu'il y a de la sensibilisation, du diagnostic, de la formation, mais aussi du matériel. Et donc, voilà, c'est important qu'elles aient conscience de l'existence d'un certain nombre de dispositifs et qu'elles sachent surtout où les trouver. Bon, après, voilà, on se débrouillera. Et j'en profite parce que c'est Philippe qui m'a fait penser à ça juste avant le démarrage de la table ronde, c'est que nous serons toutes et tous présents sur le salon Préventica qui se déroule mardi, mercredi et jeudi la semaine prochaine au Parc des Expos de Versailles. Donc, venez à notre rencontre. 3 jours pour parler de tout le sujet de la santé au travail. Et pour parler plus en détail qu'en 1 heure de masterclass. Merci à toutes et à tous. Merci d'être restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Il y aura le prochain rendez-vous sur la même thématique, un peu connexe, mais c'est le 18 septembre. Pareil, une masterclass. Lisez vos emails. Ouvrez-les, vous allez voir, on va vous donner toutes les informations. Encore merci à tous les 3 pour ce temps d'échange. Merci à vous. Ça a été succinct, mais maintenant, au moins, vous savez vers qui vous tournez, vous savez que de l'aide est disponible, mobilisable, et on se dit à très bientôt.